Alors là, le panel est composé de fauteurs de troubles. Fauteurs de troubles. Et l'idée est de nous proposer une mise à jour de ce qui se passe depuis l'adoption de la déclaration de New York l'année passée, ce qu'on peut atteindre du processus. Et puis d'après les membres du panel, que peut-on attendre de tout cela? Quels sont les éléments les plus importants? Qu'attend-on du pacte mondial? Pour ceux qui ne suivent pas ceci au quotidien, dans votre dossier, vous avez effectivement reçu différents documents. Et là, notamment, on a une feuille qui explique succinctement ce qu'est le pacte mondial, ce qui va être négocié, ce qui nous attend dans les mois et années à venir. Le pacte mondial sera négocié par les gouvernements dans un processus des Nations Unies. Et il y aura 2 co-facilitateurs, le gouvernement du Mexique et le gouvernement de Suisse. 3 facettes, et il y aura, ou 3 phases, pardon. Phase de consultation, on est dans cette phase de consultation. Il y a énormément de réunions thématiques, consultations régionales, consultations nationales également, pour recevoir des contributions. Et puis, il y a la phase où on rassemble les informations aux alentours de novembre. Il y aura une conférence importante au Mexique avec les gouvernements, la société civile. Et là, on réunira tout ce qui aura été dit, fait, etc. Et puis, en février, si je ne m'abuse, là, on aura un avant-projet qu'on appelle pour une raison obscure Zero Draft, donc le projet. Et puis, il y aura des négociations sur base du document. Là, on ne sait pas encore à quoi va ressembler le pacte mondial. Et voilà, on attend vos réponses, vos contributions des membres du panel, et on attend également les contributions des participants. Je pense que vous connaissez les membres du panel. Ces personnes sont impliquées depuis de nombreuses années. C'est un panel en phase de transition, dirais-je. Et ainsi, Monsieur François Crépeau, rapporteur spécial depuis 6 ans, droits humains, droits des migrants. Ravi que M. François Crépeau soit parmi nous en tant que membre du panel. Et je sais qu'on pourra compter sur vous. Madame Laura Thompson, directeur général député, Organisation internationale de la migration. Et elle va nous expliquer ce qui se passe en matière de négociation et en ce qui concerne le rôle, effectivement, de l'Organisation internationale de la migration. Également, Grégory Magnatis, directeur international Initiative Migration. On a Fondation Société Ouverte, Open Society Foundations. Voilà. Première question. On va commencer avec Madame Thompson. Pourquoi a-t-on besoin d'un Global Compact? Pourquoi? Et que doit-on faire? Que peut faire le pacte mondial? Et pourquoi est-ce que cela est important pour nous en tant qu'organisation, famille, etc. Pourquoi est-ce que le pacte mondial importe tant? Tout d'abord, merci de m'avoir invité, nous dit Laura. Merci de m'avoir invité. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré Madonna, mais François me dit que je dois parler dans le micro comme Madonna. Bon, c'est un franc plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Et je vous souhaite à toutes et à tous un forum société civile très fructueux. C'est un moment très important. Et tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'un pacte mondial? Comment y arrive-t-on? C'est très important. J'ai rejoint l'OIM voici 8 ans en tant que directrice adjointe
Et à l'époque, on était en désaccord, ou les États étaient en désaccord quant à la manière d'aller de l'avant par rapport au thème de la migration. On a beaucoup progressé. Ce forum mondial, soit dit en passant, a énormément aidé pour aller de l'avant, pour progresser. Et Peter Sutherland, dans son rôle, a aidé énormément pour rassembler les gouvernements, réunir les gouvernements et approcher la migration sous un angle différent. La migration est un sujet très pertinent, que ce soit au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau mondial. Alors qu'il y avait un désaccord total quant à ce cadre mondial, maintenant, il y a convergence. On se rend compte qu'il faut franchement créer quelque chose. Et c'est ça ce dont on parle quand on parle du pacte mondial. L'espoir qu'on nourrit et qu'on aura un certain nombre de principes de compréhension ou nous permettant de comprendre la manière de gérer la migration d'une manière logique et holistique. L'idée ne sera pas de se pencher exclusivement sur la partie sécuritaire, mais sur la partie développement, entre autres. Cela doit inclure les droits humains, tout ce qui est élément humanitaire. C'est une première tentative, dirais-je, de la part de la communauté internationale. C'est la première fois qu'on constate cette volonté politique pour que tant de chefs d'État se réunissent. En septembre, les chefs d'État se sont réunis dans le cadre de l'Assemblée générale. Et via cette déclaration de New York, il a été décidé de réunir les parties prenantes, les acteurs, pour aller de l'avant avec le pacte mondial. Si cela se produit effectivement, ce sera une première et je dirais que ce sera un moment historique où la migration finalement sera guidée par les normes internationales, les principes internationaux avalisés par tout un chacun. C'est là quel espoir. On a besoin d'un pacte mondial parce que la migration, clairement, est une des questions les plus importantes du XXIe siècle. Ça n'est pas un nouveau thème, mais politiquement, c'est extrêmement important pour tout un chacun. Et il y a une compréhension limpide à l'heure actuelle, comme quoi la migration ne peut pas être régulée d'une manière bilatérale. Non, ça doit être présenté dans un cadre plus vaste, multilatéral. Et là, effectivement, il y a cette volonté politique qui répond présent. On a entendu différents commentaires dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. On a parlé de disparité entre ce que l'on voit au niveau international et ce que l'on voit en interne. Et c'est extrêmement important parce que, effectivement, il y a une convergence des points de vue pour se déplacer vers un cadre pour une gouvernance internationale de la migration. En même temps, on constate au niveau national des tendances qui restrictent et ces contradictions doivent être résolues. On en parlera d'ailleurs par la suite. Je vous remercie. C'est une de nos questions. La société civile sur le terrain, on dispose d'ores et déjà de ces engagements, normes, principes, mais pourquoi est-ce que tout cela n'est pas mis en œuvre? Et le pacte nous permettra peut-être d'aller de l'avant pour pouvoir mettre la pression sur les gouvernements, etc. François, on s'adresse à vous pour répondre à la question, réagir. Et dans le cadre de votre mandat, vous avez préparé un rapport proposant un agenda 2035, mobilité humaine, etc. Peut-être pouvez-vous nous présenter votre vision du pacte mondial et comment cela peut se traduire sur le terrain. Merci. Si le succès est allé au-delà des attentes, la clé du succès est d'avoir des attentes réalistes. Ainsi, pour le pacte mondial, on doit se dire qu'il y aura des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Objectif à long terme, ce n'est pas le pacte mondial qui va résoudre cela. Il y aura d'autres mécanismes après le pacte mondial. Mais le pacte mondial peut proposer un cadre.
des sans-papiers, la précarité due à des mécanismes divers, sponsors, etc. Tout cela ne changera pas du jour au lendemain. Les États vont devoir gérer ces questions. Il va falloir modifier tout ce qui est structure sociétale, politique, économique. Toutes ces structures vont devoir être modifiées pour réduire tout ce qui est violation des droits humains à tous les niveaux. Cela requerra la participation de nombreux acteurs étalés dans le temps. Une mise en œuvre complète, faciliter la mobilité, cela va prendre des années. Et ainsi, le GCM doit établir un cadre pour ce. Un plan d'action, c'est un minimum. Étalé sur plusieurs années, c'est un minimum. Et comme on vient de le dire, moi, je suggère un programme à 15 jours avec des indicateurs, des objectifs, etc. Peut-être qu'on pourra lancer un processus à long terme en matière de mobilité et de diversité, mais à court terme. Et c'est ce qu'on peut faire, et c'est pour cela que nous sommes tous là aujourd'hui. Il y a de nombreuses choses qui peuvent être faites. Les co-facilitateurs nous ont demandé d'apporter des exemples concrets, exemples de ce qui fonctionne en réalité pour inspirer les gouvernements. Le rôle qui nous incombe et qui nous incombera dans les 18 mois à venir est un rôle qui devra inspirer. On doit proposer ce qui fonctionne, les bonnes pratiques, sont dans les mains de nombreuses personnes. Les citoyens ordinaires, la société civile, vous travaillez dans ce sens-là. Les communautés de migrants, diaspora, sont en train de faire énormément de choses et cela nous inspire. Les services publics, les politiques sont à gauche et à droite en train de créer de nouvelles manières de penser, mobilité, de penser, diversité. Les services publics, par exemple, avec les firewalls, ça j'en ai parlé, les zones de libre-échange qui essayent d'encourager la mobilité, les villes, les États font preuve d'innovation dans leur manière de tenter d'intégrer, de proposer de l'intégration sociale pour les jeunes, pour les personnes en situation de précarité, donc travailler au niveau humain. Les syndicats s'intéressent à la protection des travailleurs migrants à pied d'égalité avec les citoyens. Les affaires, le monde des affaires, c'est que la mobilité, la diversité est un élément clé. Et il y a de nombreux domaines où ces pratiques innovatrices, ces exemples de changement existent. Les écoles, les universités, l'intégration dans les écoles, les universités, l'intégration au niveau du marché de l'emploi, l'intégration des normes de travail, également des stages dans des entreprises innovatrices, l'inclusion au niveau syndical, changement de jargon, travailler avec les médias, on l'a mentionné tout à l'heure, combattre la xénophobie, travailler avec les comités, les avocats, les juristes, l'accès à la justice pour les migrants, thème très important. Alternative à la détention, on en a parlé. Il y a des exemples de par le monde qui fonctionnent réellement. Et les réunifications des familles, démontrer la voie du succès, ouvrir la voie du succès, c'est important. Il faut pouvoir réagir et contrer des voies nationalistes populistes. On doit préparer le long terme. On doit préparer les efforts à long terme. Et il faut également démontrer qu'il y a moyen de réussir. Il faut préparer les gouvernements, les préparer pour ces changements à long terme. Et c'est possible grâce aux migrants tout d'abord, mais également grâce à nous toutes et nous tous. Merci beaucoup, Monsieur Crépeau. Grégory Magnatis, pouvez-vous élaborer en la matière? Êtes-vous d'accord qu'on va devoir se pencher là-dessus dans les 18 mois à venir, préparer des pratiques qui fonctionnent? Est-ce que on va devoir opter pour cette approche? Et
Qu'en est-il des propositions formulées dans le cadre du rapport Sutherland? Merci à vous toutes, vous tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Et c'est vrai que l'idée de se battre pour que la société civile fasse partie du Forum mondial, on a dû se battre pour que la société civile monte à bord. Et on a beaucoup progressé ces dernières années, dois-je dire. Et c'est extraordinaire de constater que tout ceci est franchement organisé de manière très précise à l'heure actuelle. Et comme François l'a dit, on doit faire preuve d'inspiration. Et au niveau organisationnel également, on doit aller de l'avant. L'inspiration, c'est une chose, l'organisation, c'est autre chose. Le pacte, quand il a été présenté et inclus dans le rapport, là, l'idée était d'avoir un pacte pour les réfugiés, etc. Et l'idée était de disposer d'un outil pragmatique et les gouvernements se sont mis d'accord par rapport au pacte mondial. Mais donc, on a eu ce point de départ. Il faut se souvenir qu'il n'y a personne au fait quant au contenu du pacte mondial. On est dans cette phase de création. Vous êtes aussi bien positionné que les gouvernements, voire mieux positionnés pour décider du contenu du pacte mondial. Ne supposez pas qu'autrui contrôle la situation. Ne supposez pas que les co-facilitateurs sont plus au courant que vous ou qui disposent de plus de pouvoir que vous en ce qui concerne le pacte mondial. Voilà le point de départ, dirais-je, en ce qui concerne vos délibérations. Et comme François l'a dit, il nous parlait des différents rôles qui incombent à la société civile, et bien souvent, et au début du rapport entre les acteurs, on s'est beaucoup penché sur le rôle de l'advocacy également. On s'est penché sur la question des comportements, le rôle du plaidoyer, souligner la mauvaise attitude, mauvais comportement de certains gouvernements, etc., comment il fallait corriger le tir. Donc ça, c'est une chose. Et puis il y a autre chose qui est également extrêmement important, à savoir la société civile peut réduire les risques et s'assurer que les gouvernements fassent ce qu'il y a lieu de faire. Il faut s'assurer qu'on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et François l'a mentionné, à savoir, il faut se baser sur votre expérience sur le terrain et il faut aider à concevoir des politiques, des programmes meilleurs pour protéger les droits des migrants et d'autrui. Ainsi, votre rôle est un rôle proactif et puis on pourra poursuivre nos conversations par la suite, mais je pense que là, il y a 4 objectifs pour l'année et demie à venir. Un, il faut imaginer à quoi devrait ressembler la migration d'ici 20 ans. Il faut envisager ce qu'il faudrait prévoir d'ici 20 ans. 20 ans, c'est un cadre temporel important qui nous extrait de la politique, qui nous sort de la politique actuelle, du cadre politique actuel. Imaginez, d'ici 20 ans. Alors, négocier le pacte par rapport à une situation dans 20 ans. Deuxième objectif, d'après moi, qui pourra être atteint beaucoup plus aisément, songer aux spécificités, à la manière d'améliorer les mouvements transfrontaliers d'ici 5 ans. Vous avez mentionné le rapport Sutherland qui propose de nombreuses recommandations à ce niveau-là. J'ai demandé au gouvernement notamment de parcourir ces recommandations et d'imaginer d'autres recommandations. François a mentionné des recommandations qui ne sont pas incluses dans le rapport Sutherland. Il faut apporter des améliorations opérationnelles
pour traverser les frontières. Et c'est vrai que c'est à vous d'identifier qu'il y a lieu d'identifier. Il faut songer aux différentes questions. Il y a les migrants économiques, les réfugiés. Agissez comme des leaders dans les mois à venir et présentez toutes ces données au gouvernement. Il faut coopérer. Troisième objectif, utiliser ces engagements en matière d'amélioration, protection, la question des enfants en détention. Le pacte ne s'agira pas de droit dur, hard law comme on dit, mais il y aura peut-être 1, 2, 3 éléments où on pourra proposer des accords contraignants. Cherchez l'un ou l'autre thème où vous pensez que les gouvernements, peut-être pas les 193 gouvernements, mais peut-être 30, 40, 50 gouvernements qui accepteront de signer des accords contraignants. On n'y arrivera peut-être pas pour 2018, mais peut-être qu'on pourra obtenir des engagements de signature à venir d'accords. Et puis, utiliser ce moment pour asseoir la société civile. L'année passée fut l'année des réfugiés au niveau du sommet des Nations unies. On a parlé de la sensibilisation. 2016, le sommet des Nations unies, à cause de la Syrie, etc., cela a amplifié le problème des réfugiés. Il y a des acteurs non traditionnels qui sont montés à bord. La conférence internationale qui aura lieu en 2018, là, on pourra utiliser ce moment comme catalyseur. On pourra songer à élargir l'implication des parties prenantes, des acteurs, et on pourra planifier les 20 ans à venir. Merci, Grégory. Rapidement, on va redonner la parole aux membres du panel et puis on passera à vous, le public. On est un peu à la traîne, on accuse un léger retard par rapport au programme. Le suivi de ce que vous venez de dire, vous avez dit que l'année passée, c'était l'année des réfugiés. François, tu as parlé des objectifs pour la mobilité humaine. Et là, cela inclut les réfugiés. Et moi, je me pose la question, est-ce que vous pourriez nous parler des liens qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre le pacte mondial sur les réfugiés, le pacte mondial sur la migration? Et autre question dont la réponse ne sera pas à apporter, ne sera pas aisée, mais qu'est-ce que cela signifie pour vos institutions respectives que ces pactes mondiaux sont développés? Quel sera le rôle de l'Organisation internationale de la migration? Quel sera le mandat de votre successeur? François, on va commencer avec toi, et ensuite Laura, et puis Grégory. Mon successeur va définir son mandat seul. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire, ce qu'il aura à faire. Quant au lien entre les deux pactes mondiaux, pacte réfugiés, pacte migration, je ne suis guère certain que dans les 10 mois à venir, on pourra atteindre ou établir tous ces liens. Mais une suggestion, les perspectives à moyen terme. Je sais que j'ai tendance à me répéter comme un disque rayé. Non, l'idée sera de faciliter la mobilité des migrants et des réfugiés également. Quand les gens sont coincés, ils trouvent des moyens pour aller où ils souhaitent aller. Si on leur propose des solutions de mobilité, ils saisiront ces solutions de mobilité. Dès lors, pour moi, les deux pactes doivent faciliter la mobilité des gens qui doivent bouger, que ce soit les réfugiés ou les migrants. Ce qui signifie offrir des solutions en matière de mobilité. Par exemple, pour les réfugiés, on doit proposer beaucoup plus pour les accueillir en Europe, en Amérique du Nord, en Australie. Des initiatives ont été prises. L'Europe évolue, mais évolue lentement, se déplace
vers un programme commun pour accueillir les réfugiés. Le Canada a ouvert la voie avec des sponsorships privés. Bonne idée d'ailleurs. Cela a créé un groupe de citoyens en faveur de pouvoir accueillir davantage de réfugiés. L'Australie a également accueilli de nombreux réfugiés. Il y a des exemples soulignant que cela peut fonctionner. Quand les réfugiés, quand on ne leur propose rien à ce moment-là, d'autres leur proposeront des solutions. Les trafiquants, c'est une industrie opportunistique. Si on ne facilite pas, si les États ne proposent pas des solutions, les migrants trouveront des solutions comme les ancêtres l'ont fait avant eux. Et pour moi, il s'agit d'éléments clés pour les migrants, mais également pour les réfugiés. Plus on proposera de solutions en matière de mobilité à ceux qui se déplacent, plus on va légaliser, réglementer, plus les migrants, plus les réfugiés seront protégés et plus ils utiliseront ce qu'on leur propose. Et ça, c'est la voie à prendre. Est-ce qu'on pourra faire cela dans les 18 mois à venir? Probablement que non. Quant au lien entre le pacte réfugiés, pacte migration, ne sera peut-être pas clair, limpide d'ici 18 mois, mais c'est la voie à prendre. Pendant très longtemps, les réfugiés ne demandaient pas un statut de réfugié. Ils pouvaient tout simplement se déplacer sur ces lignes migratoires. Jusqu'aux années 70, les gens qui rentraient en Europe étaient définis comme réfugiés, mais ne demandaient pas ce statut parce qu'ils pouvaient décrocher un permis de travail de résident. Ils ne devaient pas demander pour ce statut de réfugié. C'est uniquement quand on a commencé à bloquer, à commencer à les empêcher de passer, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à demander ce statut de réfugié. Pour moi, c'est clé. Faciliter la mobilité, contrôler la mobilité, réglementer la mobilité et faciliter la vie à tout un chacun, c'est clé. Tant qu'on ne s'en rendra pas compte, tant qu'on ne fera pas cela, on sera acculé dans un coin. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Tout à fait d'accord avec ce que Grégory disait sur votre rôle, mais je crois qu'il faut ajouter un autre aspect absolument clé. Les gouvernements aujourd'hui font face à un problème, entre autres problèmes, qui est la perception négative de la migration et du fait qu'il est difficile de convaincre les électeurs, les citoyens, que des politiques migratoires ouvertes sont bonnes. Et beaucoup de gouvernements aujourd'hui adoptent des mesures restrictives parce qu'ils estiment que c'est ce qu'attend la population et parce qu'ils estiment que leurs électeurs sont pour des mesures et des politiques restrictives. Et justement, la société civile joue un rôle là. Vous pouvez, avec d'autres évidemment, convaincre les gens dans vos pays et les citoyens que la migration, c'est positif et que cela apporte un plus à la société. Et cela doit se faire de toute urgence. Pourquoi? Parce que tant que la perception de la migration sera négative, il sera difficile pour les gouvernements, qui après tout veulent être réélus dans 2, dans 3 ou dans 5 ans, de mettre en place des politiques pro-migratoires. Et je crois que ça, c'est un élément fondamental dans la réflexion. En ce qui concerne votre question, migrants et réfugiés, bon, il y a des gens qui sont clairement des réfugiés, d'autres qui sont clairement des migrants. Et puis, il y a une zone grise entre les deux. Et ces cas-là sont particulièrement difficiles. François parlait d'ouvrir des canaux réguliers pour les réfugiés. La même chose pourrait s'imaginer pour les migrants. Et si vous pouvez migrer légalement d'un État à l'autre, eh bien, vous limitez justement le rôle des trafiquants, qui n'existent
que parce que les possibilités de migrer légalement sont limitées et parce que les gens voulant à tout prix partir trouveront des solutions illégales. Et alors on peut se demander pourquoi les gens quittent leur pays et passer des heures à en parler. Mais personne ou très peu d'entre nous réfléchissent aux choix qui sont faits quant à la destination des migrants. Pourquoi les gens viennent-ils en Allemagne? Parce qu'il y a une économie qui fonctionne, de l'emploi, et parce que, comme on l'a dit ce matin, l'Allemagne a besoin de populations nouvelles, parce que la démographie est faible. Donc il y a des facteurs qui attirent les gens en Allemagne davantage qu'en Espagne, parce que l'Espagne est confrontée à une crise économique et qu'il y a moins d'emplois là-bas, ou la Grèce, qui elle aussi est confrontée à une crise économique et a encore moins d'emplois que l'Espagne. Donc les facteurs attrayants, entre guillemets, sont extrêmement nombreux ici en Allemagne par rapport à d'autres pays. Maintenant, comment faire la distinction entre migrants et réfugiés? Je crois qu'il est important de comprendre que le niveau de protection dont bénéficient les réfugiés est extrêmement élevé par rapport au niveau de protection dont bénéficie un migrant irrégulier. Même si l'on peut encore faire mieux pour protéger les réfugiés, évidemment. Mais beaucoup de migrants irréguliers se disent « Je vais demander un statut d'asile, de réfugié, parce que cela va m'apporter au moins un petit répit et une mini-protection, entre guillemets, dont je ne dispose pas si je suis simplement migrant irrégulier, voire a fortiori irrégulier dans certains cas. » Donc, en ne protégeant pas les migrants, nous avons forcé ces migrants à devenir des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et je crois que c'est pour cette raison que nous sommes confrontés aujourd'hui à de gros retards dans la résolution des dossiers des demandeurs d'asile. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi certains États aujourd'hui refusent d'accorder ce statut. Ensuite, vous nous demandez quel est le rôle que nos organisations peuvent jouer. J'en représente une qui est peut-être la plus grande organisation dans le système des Nations Unies, qui s'occupe donc des migrations. C'est notre rôle, après tout. Je crois que tout dépendra du pacte et de ce qu'il dira à terme. S'agira-t-il d'un texte qui intégrera des dispositions, entre guillemets, contraignantes ou pas? Je ne sais pas. Il existe évidemment, et François pourrait en parler mieux que moi, déjà des obligations contraignantes qui s'imposent aux États dans la manière dont ils traitent les migrants et les réfugiés. Donc il y a déjà des dispositions légales. Et elles doivent évidemment être la base du pacte, mais beaucoup d'autres choses peuvent être envisagées et réalisées, et nous espérons qu'elles le seront. Mais derrière tout cela, et en fonction du niveau contraignant, très contraignant ou peu contraignant, et des mécanismes de suivi qui seront mis en place, eh bien, en fonction de cela, il faudra certainement que certaines institutions jouent ce rôle de suivi. Et l'Organisation internationale des migrations peut évidemment jouer ce rôle, mais on peut imaginer qu'au niveau des Nations unies, d'autres organisations jouent une partie de ce rôle. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra, à un moment donné, qu'un mécanisme soit mis en œuvre, soit mis en place, soit créé pour garantir un bon suivi de la mise en œuvre des dispositions contraignantes obligatoires du pacte mondial. Merci. Le sommet des Nations unies de l'an dernier était donc intitulé « Sommet des Nations unies sur les mouvements de population de grande ampleur ». Malheureusement, le sommet n'a pas porté du tout sur cela.
C'est vrai que on en a, dans certains cas, oui, on en a un peu parlé et on a peut-être pu justement faire évoluer certains aspects. Et on a dit beaucoup de choses, évidemment, mais malheureusement, le problème des Nations Unies, c'est que l'on fait beaucoup de choses, mais que l'on fait beaucoup de choses sans avoir réellement la capacité de considérer que certaines de ces choses sont prioritaires par rapport à d'autres. Et je crois que sans priorité, on se perd un peu dans voilà, énormément d'initiatives qui finalement ont toutes plus ou moins la même importance. Je crois qu'il faut justement définir des priorités ici pour les 18 prochains mois de travail. Et ce qui est clair, c'est que ces 2 dernières années, nous avons vu vraiment 2 axes de travail très différents se mettre en place, avec un travail de plaidoyer spécifique sur les réfugiés, un autre travail de plaidoyer spécifique sur les migrants. Et je crois que on a l'impression aujourd'hui qu'il y a davantage de sympathie pour les réfugiés et peut-être moins de sympathie pour les migrants. Peut-être après, évidemment, ce qui s'est passé dans la Méditerranée. Je crois que de plus en plus de gens soutiennent la cause des réfugiés. Mais beaucoup estiment que faire avancer la cause des réfugiés est difficile parce que les migrants sont là et compliquent un peu la donne. Je crois que plutôt que de distinguer ces 2 axes et ces 2 populations, il faudrait davantage combiner nos efforts pour améliorer, entre guillemets, toutes les dispositions qui existent en matière de promotion de la mobilité en général. Et à mon avis, pour faire tout cela, il faut imaginer de mettre en place un ordre du jour commun entre le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial sur les migrants et définir, entre guillemets, un axe de travail commun qui pourrait ensuite être considéré comme étant une priorité dans le travail au niveau des Nations Unies dans les mois et dans les années à venir. Donc réfléchir à ces aspects communs me paraît être fondamental. Mais voilà, je crois que cela ouvre parfaitement donc le débat. Quels liens établir et comment les établir entre le travail qui est fait sur les migrants d'une part et sur les réfugiés d'autre part, comment travailler davantage ensemble. J'aimerais ouvrir donc le débat. Alors, j'aimerais, avant de donner la parole à qui que ce soit, demander à un invité qui est dans la salle de s'exprimer sur le processus de consultation. Nous avons un ex-président, M. Colin Raja, qui est donc ici avec nous. Et Colin, j'aimerais te donner la parole avant de donner la parole à la salle. Merci, Wyss. Elle essaie de s'échapper, Wyss, mais nous la récupérons systématiquement en nos rangs, en notre sein. Merci d'être là. Je voudrais compléter ce qui a été dit et dire qu'il est particulièrement important pour nous de reconnaître l'importance du moment que nous vivons. Certains d'entre nous, en 2006, premier dialogue de haut niveau, 2007, première réunion FMMD, et ensuite 2008 FMMD, nous avons une vraie mobilisation mondiale autour du FMMD. Et nous n'avons pas la possibilité cette année, entre guillemets, de louper l'occasion qui nous est offerte, entre guillemets. Il nous reste quelques mois pour réellement travailler, définir le langage que nous voulons utiliser. Et je crois que le moment est venu de donner le ton, entre guillemets, du pacte. Et beaucoup de ce que les panélistes ont dit me paraît très sensé. Je crois qu'il faut saisir l'opportunité qui est là. Et nous sommes face, je crois, à l'outil potentiellement le plus important en termes de gouvernance mondiale des migrations et des réfugiés. Et je crois qu'il faut beaucoup réfléchir justement à mettre en place des mécanismes qui fonctionnent. Si on regarde la ligne du temps,
Certaines choses ont déjà eu lieu. L'initiative sur les droits des enfants, notamment, très bonne initiative, avec de bonnes recommandations très fortes sur les enfants. Nous avons ces 2 journées ici, société civile, avec toute une série de sessions, de groupes de travail, de sessions spéciales, qui vont nous aider, je crois, j'espère, à arriver à des recommandations clés sur le pacte mondial. Dans 2 semaines et demie, le 17 juillet, nous aurons la première opportunité de consultation de la société civile mondiale. Alors, le mot consultation, on l'utilise un peu à tort et à travers, mais là, l'idée, c'est de voir où nous en sommes et de nous lancer dans une série de consultations pendant août et septembre. Et beaucoup d'entre vous allez être en charge de tout cela. Et je crois que je voudrais remercier évidemment le directeur adjoint de l'OIM qui soutient tout cela. Et qui facilite donc le rôle que je joue de facilitateur dans ce processus. Je crois que c'est vous qui ferez le travail malgré tout. Ces consultations, c'est vous qui allez les mener, qui allez les diriger, pardon. Et je crois que vous avez joué un rôle important ces 10 dernières années, mais vous allez continuer à jouer un rôle important dans les mois à venir. Et puis nous organiserons donc tout cela en août, en septembre. Cela nous amènera, j'imagine, en octobre, en novembre, nous consoliderons le rapport. Et en décembre, nous devrions pouvoir donc nous réunir au Mexique pour faire un bilan ou un exercice de bilan qui précédera le même exercice de bilan qui sera fait par les gouvernements. Mais si je reviens sur les modalités en place, il est clair que les Nations unies ont dit des choses intéressantes quant à la manière dont les parties prenantes doivent participer au processus du pacte mondial. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu ou l'ont vécu. Lorsque vous souhaitez donc participer à un événement, vous passez par ce processus d'accréditation spéciale qui est très difficile. Donc essayons de vivre malgré ces difficultés. Mais je crois que ce que l'on peut faire ici, c'est lors des sessions thématiques qui sont inscrites dans la phase de consultation. 3 de celles-ci sont déjà passées, mais il y en a d'autres et les parties prenantes peuvent participer avec voilà, par le biais du processus d'accréditation compliqué, ou le processus ECOSOC. Je sais que c'est compliqué et on en est conscient. Et c'est vrai que il y a une nouvelle session le matin qui sera organisée de 15 minutes chacune, le 2e jour de chacune consultation, pour que les parties prenantes puissent prendre la parole et s'exprimer. Profitez-en, et nous voulons participer à cela au maximum, même si nous sommes conscients du fait que tout cela est très, très limité et très, très difficile à faire. Et essayons vraiment de tout faire pour que la place dont nous disposons soit plus grande. Nous avons également les auditions des parties prenantes qui auront lieu avant la 4e session thématique du 23 et du 24. Le 26 juillet sera le jour où se tiendra la première audition donc, des parties prenantes, donc juste après en fait, et nous aurons l'occasion là d'être entendus dans le cadre d'un travail qui est mis en place par le comité directeur. Nous choisirons qui parle et de quoi, et ce sera à nouveau une occasion pour nous de faire passer ces recommandations sur lesquelles nous travaillons ici et ailleurs. Donc beaucoup d'opportunités vont s'offrir à nous dans le cadre du système des Nations Unies, mais également dans le cadre de l'article 7. Beaucoup d'opportunités existent pour nous de nous exprimer au niveau régional, au niveau national, mais également au niveau mondial. Et je crois qu'il faut, en tant que partie prenante de la société civile, vraiment participer, intervenir, comme le font d'ailleurs toute une série d'autres acteurs de la société privée ou des organisations internationales. Donc vraiment, profiter de ces espaces qui existent, identifier ces espaces d'abord, et même si c'est difficile, essayer d'y être. Nous allons évidemment mettre à disposition un ordre du jour pour la réunion donc, du 17, dans 2 semaines et demie. Voilà.
J'espère que cela vous donne une idée générale de ce qui nous attend et des opportunités qui vont se présenter pour nous, pour vous surtout, d'intervenir et de vous exprimer. Merci, Colin. C'est vrai que nous sommes tous les deux à nouveau ici présents, avec plaisir pour moi. Je vais prendre quelques interventions. Le monsieur dans le fond avec la chemise blanche, s'il vous plaît, avec un micro. Bonjour à tous, merci. Et je suis Eduardo Chavez du Honduras. J'aimerais d'abord dire qu'effectivement, ce pacte est plein de bonnes intentions. Ce qui nous inquiète, par contre, ce sont les politiques régressives que nos gouvernements sont en train de mettre en place. Beaucoup de gouvernements, aujourd'hui, entre guillemets, vont à l'encontre, dans leur politique, de l'idée du pacte. Et j'aimerais pouvoir insister sur la nécessité ici d'assurer le respect, vraiment, et de garantir le respect des droits des migrants et des réfugiés. Thank you very much. Merci beaucoup. À Madame Thompson, vous nous dites que les organisations de la société civile ont un rôle à jouer et doivent convaincre les populations et l'opinion publique que la migration, c'est une bonne chose. Je crois que la même responsabilité incombe au gouvernement. Les gouvernements aussi doivent justement agir pour éliminer toutes ces idées préconçues qui existent quant aux migrants et aux réfugiés. Et ensuite, il faut cesser d'utiliser les migrants et les réfugiés comme un prétexte électoral. Et puis, je crois qu'il faut vraiment que les politiques qui existent déjà soient mises en œuvre. Oui, la personne là-bas, Madame Carolina Jiménez, Amnesty International, basée à Mexico. J'ai une question pour vous, Grégory. Ambassadeur Thompson, ambassadrice, a montré que la migration est un thème toxique, entre guillemets, dans le débat politique de beaucoup de pays. Si l'on veut négocier un pacte mondial, je crois qu'il faut penser à ce que sera la migration dans 20 ans. Et quand on s'assied à la table avec les décideurs politiques, je ne crois pas qu'ils réfléchissent à 20 ans. Ils s'intéressent à l'élection suivante, dans quelques mois, dans quelques années. Et donc leur point de vue est extrêmement, je dirais, un point de vue limité et à court terme. Donc comment pouvons-nous fonctionner justement dans ce double contexte du très court terme quand on doit réfléchir, à mon avis, à long terme? Okay, thanks. And for Merci beaucoup aux orateurs. Merci, Madame la Présidente. Pour négocier, bien négocier au niveau du FMMD, je crois qu'il faut faire un exercice qui consiste à mettre l'accent sur le type d'instrument que nous voulons mettre en place et décider du caractère contraignant ou non. Donc avant d'entrer dans les détails, décidons de ce que l'on veut faire. Voulons-nous des instruments contraignants et dans quelle mesure doivent-ils l'être? C'est vrai que vous nous demandez d'être imaginatif, de réfléchir à l'avenir, au long terme, d'être créatif, oui. Mais je ne crois pas que entre guillemets, cela soit suffisant. Il nous faut des normes, des règles, et décider si nous voulons que ces règles soient contraignantes, juridiquement parlant, ou soit de grands principes. Oui, je vais utiliser le micro. 2 questions de plus, et puis nous rendrons la parole au panel. Je vois que le nouveau représentant spécial est avec nous, et nous devons absolument passer à la suite. Madame ici en jaune, s'il vous plaît.
Merci. Irene Larora-Pouda. Je crois qu'il y a un problème. Nous parlons d'un pacte mondial, mais notre ministère des Affaires étrangères, en Autriche notamment, dit que la coopération au développement sera couplée à une réduction des volumes migratoires, ce qui est un problème. Et je crois que nous devons, et nous essayons en tant que société civile, de montrer que les migrations sont quelque chose de positif. Les migrations sont positives pour les sociétés européennes, occidentales, mais également pour les sociétés africaines et autres. Et on est, dans certains cas, face à des gouvernements comme celui d'Autriche qui essaient de freiner la migration. Et là, il y a un problème, manifestement. Et il faut qu'on en discute, à mon avis. Merci. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent prendre la parole, mais nous devons absolument prendre une toute dernière question. Merci. Une question qui vient de nos collègues et amis de Budapest qui nous regardent en ligne. Bienvenue à vous, à distance, mais vous êtes là malgré tout. Nous parlons d'un espace qui se réduit. Dans un pays comme la Hongrie, une loi a été adoptée récemment, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines pour être précis, qui démonise la société civile, notamment sur toutes les questions liées à la migration. La question de nos collègues de Budapest est donc la suivante. Les envois d'argent ont totalement modifié la manière dont les migrations sont envisagées. Comment pouvons-nous aujourd'hui à nouveau remettre les migrations sur, entre guillemets, un axe positif en termes de vision de la société? Plusieurs questions qui se ressemblent. J'aimerais vous demander donc de réagir et de terminer par quelques conseils peut-être sur le travail que la société civile peut réaliser dans ces jours qui viennent, ces 2 jours ici. Beaucoup de questions intéressantes. Le rôle de la société civile dans un débat politique toxique. Pour les groupes marginalisés, je crois que assurer la défense, entre guillemets, des droits passe par un combat. C'est ce que les femmes ont fait, c'est ce que les LGBTQI ont fait. Il faut se battre en demandant un statut d'égalité citoyenne. Et beaucoup ont gagné ces batailles, mais cela a pris du temps. Et ce n'est pas forcément encore le cas pour toute une série de groupes dans la société. Et donc, il est de la responsabilité des autres personnes d'être la voix de ceux qui ne sont pas encore entendus. C'est ce que la société civile fait, c'est ce que les tribunaux font également. Nous avons enregistré de très bonnes décisions des tribunaux qui sont en faveur des migrants. C'est ce que les syndicats peuvent faire lorsqu'ils considèrent que les migrants sont des membres et non des concurrents pour leurs membres. C'est ce que les entreprises peuvent faire également parce qu'elles ont besoin de diversité et de mobilité. Beaucoup de voix dans nos sociétés peuvent faire passer ce message. Et je donnerai un exemple de mon pays. Le système de sponsoring privé fonctionne très bien. Nous avons accueilli 37 000 Syriens, excellent résultat. Mais à côté de cela, on a un deuxième résultat très intéressant, qui est le fait que cela a permis de mettre en place un ensemble, un groupe, entre guillemets, de citoyens au Canada qui est aujourd'hui pro-immigration. Quand des gens disent « nous sommes contre l'immigration au Canada », il y a maintenant des groupes, un groupe de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de citoyens canadiens qui disent « vous êtes contre l'immigration, mais nous sommes pour ». Et cela change le débat dans un pays comme le Canada. Donc je crois que si toutes ces voix se font entendre, et je parle donc des ONG, des cours, des syndicats, mais surtout des citoyens, quand ces citoyens notamment s'organisent pour parler
et être la voix des migrants, ou en tout cas affirmer qu'ils sont pro-migration, eh bien, cela change la donne et cela change l'attitude d'un pays, voire de ses autorités. Ce sera difficile, évidemment. Ce sera difficile parce que, évidemment, tant que tous ces gens ne diront rien, pensez aux femmes. Tant que les femmes n'ont pas exigé le respect de leurs droits, eh bien, ce sont les hommes qui ont fantasmé ce que pouvaient être ces droits. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les migrations. Il y a d'énormes quantités de fausses idées, de fantasmes qui circulent. Et il faut absolument que la voix de ceux qui sont pour la migration et qui la comprennent soit davantage entendue. Nous devons aider les politiques à trouver, entre guillemets, un discours qui leur permettra de convaincre les citoyens qu'ils veulent donc convaincre en amont des prochaines élections. Et ça, c'est notre responsabilité. En tant que rapporteur, en tant que société civile, nous devons absolument donner à la société la possibilité de parler, de s'exprimer et de dire certaines choses qui vont à l'encontre de ce que peuvent dire les populistes. Merci. Alors, effectivement, les gouvernements ont un rôle important à jouer, mais une fois de plus, si vous étiez dans l'autre bâtiment, là, on serait en train de s'adresser au gouvernement. Ici, on parle du rôle qui nous incombe et c'est fondamental. Et François a expliqué très clairement ce qu'on peut faire spécifiquement. Mais tant qu'on continuera à avoir une perception négative de la migration, les politiques auront une marge de manœuvre limitée par rapport au fait d'aller de l'avant en proposant des discours positifs et concernant les mouvements migratoires. Ça, c'est le premier élément qu'on doit traiter. Peu importe qu'on dispose d'un instrument contraignant ou non, ce qu'il faut coûte que coûte faire, c'est modifier la perception de la migration. Et là, on pourra décoincer pas mal de situations. Mais tant qu'on ne fera pas bouger la perception, évoluer la perception, rien ne bougera. L'objectif n'est pas de réduire la migration, mais le pacte mondial n'est pas négocié pour réduire la migration, c'est négocié pour chercher des moyens de migrer d'une manière sûre, régulée et ordonnée. Et il faut chercher des arguments pour souligner l'importance de ces manières régulées de migrer. En réalité, ce que l'on souhaite réduire, c'est une migration peu sûre, non régulée et désordonnée. Ainsi, réduire la migration illégale, oui, mais réduire la migration, non, c'est l'inverse, dirais-je. Et des instruments contraignants ou non contraignants, franchement, dans un monde idéal, il faudrait opter pour une convention sur la migration et que tout soit enregistré, mais on n'en est pas là. Et si on essaye d'en arriver là demain, ce sera voué à l'échec. Dès lors, il faut faire preuve de réalisme quant à ce qui peut être fait dans le processus. Et Grégory a dit, avec beaucoup de réalité, il a dit qu'il fallait imaginer ce qu'on souhaiterait avoir d'ici 20 ans. Où souhaitons être d'ici 20 ans? Où souhaiterons-nous être dans 20 ans, dans 5 ans et demain? Si on arrive à identifier ces différentes choses, cheminements, à ce moment-là, on pourra chercher des convergences existantes. François a parlé des centres de détention. Là, il y a des divergences, c'est-à-dire que les gouvernements ne sont pas d'accord en la matière.
pour certains gouvernements, la détention, c'est la solution, alors que d'autres cherchent des alternatives et d'autres n'utilisent pas du tout, ne font pas du tout recours ou appel à la détention. Nous, on essaye de dire, si on demande qu'on élimine toute forme de détention, ce sera voué à l'échec. Mais il faut se pencher sur la question des normes en matière de détention, qu'on dise, qu'on propose des normes humaines avalisées par tout un chacun. L'objectif final à 20 ans doit être ou devrait être peut-être pas de détention, mais dans les 5 ans à venir, on doit créer toutes sortes de normes pour que les gens en détention bénéficient de conditions humaines. Voilà. Là, il s'agit d'objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et en guise de conclusion, je vais répondre en espagnol. En ce qui concerne les droits humains dans le pacte, on a énormément de normes des droits humains qui sont obligatoires et en vigueur. Et effectivement, on est là pour songer à tout cela. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de normes. Nous, on a besoin d'une bonne mise en œuvre des normes en question. Et ce qu'on peut faire grâce au pacte mondial, on peut partager les bonnes pratiques qui existent un peu partout dans le monde. Vous toutes ici, vous tous, dans la plupart de vos organisations, vous travaillez afin de respecter, d'honorer les droits humains. Vous faites du travail notamment de plaidoyer avec les gouvernements pour améliorer les droits humains. Et nous, ce qui importe pour nous, c'est partager ces bonnes pratiques et voir comment on peut réellement mettre en œuvre ces normes existantes de par le monde. Et bien entendu, je dirais que c'est le pain que nous avons sur la planche et il est important d'avoir de l'information, de la consultation. Et là, je parle bien entendu de la mise en œuvre du pacte mondial. Tu as fait du bon travail, tu as bien décrit tout cela. Merci pour la question fort importante. Comme Laura l'a dit, il est critique de savoir sur quelle voie on s'engage. Parfois, dans la migration, c'est comme si on sprintait d'un endroit A vers un endroit B. On va sprinter du sommet vers le pacte mondial et on essaye de tout inclure à la hâte. Pour moi, le pacte mondial, c'est spécifique. Dans la déclaration, on inclut tous les points, tous les thèmes, mais ce qui importe, c'est d'atteindre l'objectif final. Là, avec cet horizon à 20 ans, on peut se pencher sur tous les tenants et aboutissants. On peut prendre l'objectif final et puis travailler à reculons et se dire que peut-on faire, se poser la question, que peut-on faire à 5 ans pour améliorer la détention, que peut-on faire pour atteindre nos objectifs d'ici 20 ans, un système parfait. On ne pourra pas le concevoir de manière parfaite, mais en tout cas, il faut songer à 20 ans pour se rendre compte qu'un des objectifs importants pour l'année prochaine, c'est de s'assurer que toutes les parties prenantes, les acteurs soient à bord, avec comme idée de départ que le pacte mondial est un point de départ. On a donc l'agenda 2030. Là, on a des objectifs vastes. Ici, c'est un autre départ. C'est un processus où les États se sont engagés pour travailler ensemble, n'est-ce pas? Et ainsi, il faut être à même de réglementer les actions. On doit pouvoir dire, on va se réunir en 2018, on va se réunir d'ici 5 ans, puis on se réunira dans 3-4 ans, 3-4 ans après. Et
on pourra augmenter également la fréquence des réunions, mettre davantage de pression sur les gouvernements. Si on songe à d'ici 20 ans, on pourra commencer à tenter de résoudre la question contraignante, non contraignante. Bon, Louise va nous expliquer tout, mais en fait, on ne sait pas ce qu'est ce pacte. Ça ne doit pas être ceci ou cela. On en a parlé l'année passée, on a parlé des principes. On a assis certains principes, on doit réitérer certaines choses. Il y a de nouvelles manières de penser à la migration. Mais le pacte doit souligner des manières pratiques pour aller de l'avant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines de ces voies peuvent être contraignantes, 2, 3 éléments contraignants, pas le tout. Il peut s'agir, par exemple, de la détention. C'est important, on doit asseoir des comportements, des habitudes, des attentes. Quand on a démarré en 2006, on souhaitait se pencher sur la coopération entre les États et puis entre les États et la société civile. Ça n'existait pas en 2006. Les conversations étaient fort politiques. Les objectifs ou l'objectif, c'est de normaliser ces conversations entre la société civile et les gouvernements, etc. On a fait cela. À présent, l'étape suivante, à savoir s'engager et que l'engagement devienne une habitude petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et le fait que les politiques nationales soient toxiques, ça ne rend pas impossible notre mission. Je vais vous expliquer. Dans ce climat général de toxicité au niveau national, il reste des individus au niveau des gouvernements qui souhaitent faire ce qu'il y a lieu de faire. Et si on peut déterminer ce qui peut être fait collectivement avec d'autres acteurs, parties prenantes, États, etc., eh bien, si on peut leur expliquer avec limpidité ce qu'il y a lieu de faire, eh bien, on pourra être accompagné par certains individus, etc. Et voilà, et on pourra trouver une voie active, proactive, pratique. Merci beaucoup. Il y a un consensus atteint là entre nos fauteurs de troubles et c'est important d'inspirer, de penser ensemble, d'agir rapidement. Il y a des opportunités à saisir. Les gouvernements ne sont pas au courant du contenu précis du pacte. Il faut songer à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, c'en est tout pour ce panel. Merci beaucoup.